créer du lien avec les autres personnes. Il y a divers endroits, par exemple, où les adolescents, les très jeunes, donc c'est les 11-15 ans, ont créé du lien avec les maisons de retraite, par exemple, avec les plus aînés. Comment est-ce qu'on ne vit pas séparés les uns des autres, mais que vraiment on se côtoie et on met en place des projets. Ça a été également, par exemple, des projets plus globaux pour aussi aller créer du lien avec les autres associations du quartier qui sont plutôt dans l'aide aux plus démunis. Donc comment est-ce que dès le plus jeune âge aussi on a cette conscience de quoi a-t-on besoin, de quoi notre quartier a besoin, et comment est-ce que moi, à mon échelle d'enfant, à mon échelle d'adolescent, à mon échelle d'adulte, je peux contribuer à répondre à ce besoin ou à ce défi que j'ai constaté dans le quartier. Alors, vous parlez d'un programme éducatif, mais c'est spécifique à la France ou on peut le retrouver ailleurs? Oui, alors en effet, je parle d'un programme éducatif puisque c'est un programme qui existe partout dans le monde, qui est déjà mis en place depuis presque 30 ans. C'est un programme, alors je parle de programme parce qu'il y a une base de travail, il y a des textes, c'est le même programme qui est utilisé partout. Que ce soit, moi-même j'ai grandi en Côte d'Ivoire et donc je sais j'ai commencé même à mettre en place ce programme quand j'étais encore adolescente, j'allais dire, en Côte d'Ivoire. Donc c'est le même qui est utilisé en Afrique, c'est le même qui est utilisé en France, aux 4 coins de France. C'est le même qui est utilisé dans tous les pays du monde. Le point commun, c'est qu'en fait, c'est cette idée qu'il il ne s'agit pas uniquement d'action. Il s'agit également, au travers des textes, au travers des histoires, au travers de tout le matériel pédagogique qui a été élaboré, de travailler sur, comme je disais, ce caractère vertueux, sur les qualités qui sont en chaque être humain. Donc, c'est pourquoi le programme est identique partout. Bien sûr, il est étudié dans la langue du pays où il se trouve, puisque l'objectif est que les personnes puissent devenir elles-mêmes acteurs et prennent en main ce programme. Mais c'est le même programme qui est utilisé partout et qui a déjà près de 30 ans de mise en pratique et qui évolue. C'est pour ça qu'au tout début, dans votre question première, je parlais de cette volonté de partager les apprentissages que nous avons, mais également de pouvoir bénéficier des apprentissages que d'autres associations, d'autres acteurs de la société vont avoir. Et donc ce programme évolue aussi à mesure que nous avançons dans sa mise en œuvre. Merci. Et en fait, tout à l'heure, vous parliez donc des différentes actions que vous menez au sein du Centre culturel de Rennes, et vous parliez notamment de l'accueil des jeunes publics, les scolaires, vous avez parlé un peu, les jeunes, en service, etc. Quelles sont, là je vous pose exactement la même question que Mme Nadafi, quelles sont concrètement les actions que vous mettez en place pour permettre justement que les valeurs que vous prenez soient développées? Alors, d'abord, l'accueil du jeune public, c'est vraiment une petite activité, une petite partie de l'activité du Centre culturel public de Rennes. Oui, j'en ai entendu. On n'a pas la chose, mais si on pouvait faire un petit focus. On n'a pas, je dirais, à proprement parler, d'ambition éducative, si ce n'est que finalement de parler à partir de nos propres convictions et à partir de nos propres valeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démarche quand même qui s'insère dans un parcours de découverte du fait religieux, dans un parcours de découverte et de connaissance de lieux de culte. Voilà, c'est donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu sur une ligne de crête, si je puis dire. Hein. À la fois, on est dans une posture un peu où on s'autocensure d'une certaine manière, parce qu'on on ne veut pas tomber dans le prosélytisme, et en même temps, on ne veut pas non plus être dans une posture qui consisterait à être un peu dans une vulgarisation, une banalisation un peu de nos propres valeurs. Donc c'est assez délicat parfois, mais alors c'est la raison pour laquelle on travaille en amont avec les acteurs de cette démarche, les enseignants, la Ligue de l'enseignement, donc qui est un peu l'interface entre les lieux de culte et les enseignants, et on travaille en amont pour préparer donc l'accueil des enfants au sein de cette structure. Et on a mis en place je dirais
entre guillemets, une méthode qui propose donc aux enfants la découverte du bouddhisme à travers des jeux, à travers un parcours ludique dans le centre. Et alors ce qui est intéressant, c'est le moment de la rencontre avec les enfants. Le moment de la rencontre avec non seulement les enfants, mais aussi les enseignants. Et là, j'ai souvent remarqué que finalement, les enfants, ou même les encadrants quelquefois, nous délogeaient un peu de la position de neutralité qu'on essayait de maintenir, et à travers un questionnement qui correspondait en fait parfois à leur réel besoin d'aller un peu plus loin qu'une connaissance, je dirais, de faits ou d'éléments historiques sur le bouddhisme. Et c'est là où on entre vraiment dans le cœur du sujet. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc beaucoup d'enfants nous interrogent sur les valeurs du bouddhisme. Alors, c'est pas que les enfants d'ailleurs, c'est aussi les enseignants parfois qui nous amènent sur ce terrain-là, alors qu'en fait, ils sont censés être un peu les garants un peu de cette neutralité avec nous. J'ai souvent été assez surpris en fait par le questionnement qui nous amène effectivement à nous dévoiler un peu à partir des valeurs, des convictions que l'on défend. D'accord, et donc là vous dites en quelque sorte l'écueil que vous pouvez rencontrer, c'est par rapport à cette neutralité, on parlait de ligne de crête, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez tout le temps à garder, à préserver la place qui vous est assignée, c'est ça en quelque sorte? Tout à fait, parce que pour nous c'est vraiment important. On ne sort de cette position que lorsque la personne qui est en face de nous en quelque sorte, nous y autorise. Donc ça c'est vraiment important. Et moi je dirais, j'ai un point important qui m'anime beaucoup dans la rencontre avec les autres. C'est aussi partir à la découverte de l'autre, c'est aussi faire connaissance avec sa carte du monde. La carte du monde, alors ça c'est un outil que j'ai utilisé en tant que professionnel, ancien professionnel dans l'éducation spécialisée, mais que je trouve assez riche pour être un bon levier pour faire la rencontre de l'autre. C'est-à-dire la carte du monde, c'est en fait faire connaissance avec l'autre dans ses valeurs, dans ses convictions, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait, rencontrer l'autre dans son propre écosystème d'une certaine manière. Et à partir de là, il y a une affiliation, il y a une relation qui peut se créer. Et je pense que c'est un petit peu le fil conducteur que j'utilise quand je rencontre des personnes au sein du Centre culturel bouddhique de Rennes et dans d'autres lieux également. Parce qu'il nous arrive de rencontrer des jeunes dans le cadre de services civiques, il nous arrive également de rencontrer beaucoup d'adultes. En fait, c'est avec beaucoup d'adultes qu'on a affaire. Hein, voilà. Thierry Mersch, je vois noter des choses. Qu'est-ce que ça évoque pour vous tout ça? Oui. Alors, c'est intéressant parce que du point de vue du thierrien, ce que ça m'évoquait, c'est que moi j'ai rien à transmettre en termes d'enseignement ou de croyance ou de doctrine. Pour moi, l'espace de la rencontre doit être le plus vide d'intention possible. Et ça me faisait penser que la première fois que j'avais commencé à élaborer le thierrien, je me disais, oui, ça va être un endroit où on va pouvoir se rencontrer entre personnes qui ont envie de changer le monde. Voilà. Et après, je me suis rendu compte que je mettais déjà de l'intention et de la couleur dans cette rencontre-là. Je dis, oui, mais si je fais ça, on va se retrouver entre militants et on va encore rester dans l'entre-soi. Et du coup, cette intention-là, c'est un peu... J'ai allégé, je dis, mais non, il ne faut pas ça, parce que déjà, si on met une étiquette... Alors, j'ai rencontré des gens depuis le printemps dans la rue, je faisais un petit peu des sondages pour essayer d'imaginer ce que les gens pouvaient attendre de ces rencontres. Et une de mes questions était, est-ce qu'il faut un thème de rencontre ou pas?
Voilà. Et il y avait des réponses très très contrastées. Certains disent non, il faut juste laisser la rencontre. Puis d'autres, oui, un thème ça peut aider. Mais je dis, mais si je mets un thème, par exemple, je vais mettre un thème, on va mettre l'écologie. Il n'y a que des écologistes qui vont venir, ou des gens qui vont venir pour dire les écolos, on va se les faire. Donc on n'est pas du tout dans l'intention de la rencontre. Et donc ça fait partie des tâtonnements que je propose dans les rencontres. Le premier cercle que j'avais animé d'une certaine manière au mois de septembre, c'est intéressant parce que j'ai pas mis d'intention. Et les gens qui se sont rencontrés sur un premier cercle ont dit c'est intéressant de ne pas avoir de thème, juste de se présenter un peu les uns aux autres, de savoir où on était, ce qui nous habitait. Mais peut-être qu'après, dans un deuxième temps, on aura envie de continuer la discussion à partir d'un sujet qu'on choisirait ensemble ou qui serait proposé comme prétexte de rencontre. Donc voilà, on tâtonne. Alors, sur les sujets, ce qui est intéressant, c'est que quand je posais cette question-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit oui, un thème serait pas mal, mais pas la religion, hein. Parce que si c'est la religion, ça va tout de suite tourner au pugilat, c'est pas la peine. Et puis d'autres me disaient, dans les gens que j'aimerais rencontrer, oui, tiens, j'aimerais bien rencontrer un Israélien, machin. Voilà. Et je trouvais ça intéressant que, même dans les intentions, les appétits, on ait des choses très différentes. Donc, moins on met d'attention, moi, l'intérêt, c'est de voir comment puisque ça va être que des groupes de 5, c'est ce groupe-là qui va inventer même sa façon de se rencontrer, les sujets dont on va avoir envie de parler et d'émerger. Après, l'une des questionnements, c'est est-ce qu'on aura envie de se voir plus d'une fois? Parce que se rencontrer à 5 pendant une demi-heure, dans un cadre un peu sécurisé, on met de la confidentialité, on ne se promet pas raconter aux autres ce que chacun a raconté, voilà, il faut quand même qu'il y ait déjà un petit peu de confiance. C'est pour ça que je dis petit cercle, parce que quand on est à moins d'un mètre de quelqu'un, c'est pas la même chose que si on l'invective à 20 mètres, quoi. Donc voilà, à 1 mètre, on s'invective plus, on s'entraîne à s'écouter, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos-là? Je sais plus. Voilà, que chaque planète. Et puis, donc peut-être, et ça fait partie de l'expérimentation, les gens diront, oui, c'est vrai qu'on a commencé à se découvrir, et ça nous donne envie d'aller plus loin les uns avec les autres. Peut-être, ou peut-être pas. Voilà. Donc ça fait partie du champ de la découverte, mais en tout cas, pas d'enseignement à partager, mais une invitation à partager les enseignements qu'ont déjà les gens dans le cercle. Ça rejoint un petit peu le côté éducation populaire en termes d'état d'esprit. Enfin, vous savez plein de choses, partagez-vous déjà ce que vous savez. J'ai rien à rajouter, finalement. Voilà, un petit peu ça Je voudrais rebondir sur les propos de Thierry, parce que tu as parlé d'entre-soi. Et moi, je trouve que quand même, ce qui nous guette en permanence, c'est le repli communautaire. Ça, c'est vraiment, c'est comme un pli, quoi. Et quand on le déplie, il reste là, et en permanence, je vis un peu cette expérience-là au sein du Centre culturel bouddhique de Rennes, parce qu'en fait, au sein du centre, se côtoient des communautés du Sud-Est asiatique et des gens de souche européenne. Et c'est pour ça que la notion de carte du monde me paraît vraiment assez pertinente à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est vraiment, nous sommes très très différents, très très différents dans notre façon de penser, notre façon d'être. Et au centre, nous devons cohabiter avec différentes ethnies, y compris différentes ethnies au sein des communautés du Sud-Est asiatique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, il n'y a pas de représentants ici, mais en France, l'expérience qu'on a vécue avec eux, c'est qu'ils ont reproduit en France les tensions, les conflits qui existaient dans leur propre pays. Donc, et ça a été très très difficile à certains moments de faire groupe, et ça l'est encore parfois entre eux, mais également entre Européens et représentants des communautés du Sud-Est asiatique. En même temps, nous sommes tous français, voilà, je veux dire, mais il y a quand même cette difficulté parfois à se comprendre, et vraiment ça nécessite vraiment de prendre du temps et de soigner cette espèce de rencontre, de co-construction qui parfois met du temps à émerger, mais parfois il y a aussi il y a souvent de belles surprises à ce niveau-là. Alexandre, alors on a parlé d'un certain nombre de programmes, des idées de jeunes, etc. Le micro marche plus ici? Comment?
Je vous entends. On vous entend. Très bien. Ah bon. C'est mon oreille. Donc vous, dans toutes les actions que vous menez, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'actions très concrètes qui dépassent justement ces clivages, ces oppositions, et comment, Thierry Vert parlait tout à l'heure de quelqu'un qui disait surtout pas de religion, vous c'est, si, justement, la religion, mais comment, à quel prix, et comment on peut, dans cette sphère publique, dans la sphère laïque, on peut mettre des actions en place. Alors je vais vous en parler très concrètement. Je pense que le bon point de départ pour ce programme, dans les lieux d'éducation, qu'ils soient catholiques, privés ou de l'enseignement public, c'est l'éthique des droits de l'homme. Je pense que, pourquoi? Parce que certes les droits de l'homme sont enseignés dans des établissements scolaires, mais on ne dit pas comment on met en pratique les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, les droits de l'homme sont des bons guides. Évidemment, ils disent le bien qui est à faire, la liberté d'expression, la liberté de penser, le développement durable, très bien. Mais on ne dit pas comment les pratiquer. Et l'apport que peuvent avoir les religions en ce domaine, parce que justement les religions relient des personnes et parlent concrètement de leur vie, l'apport des religions, c'est de pouvoir concrétiser la manière dont on peut appliquer les droits de l'homme. Dans l'enseignement en général, il n'y a qu'une seule méthode pour appliquer les droits de l'homme, c'est l'intérêt. On dit aux enfants, si vous voulez que vos propres droits soient respectés, respectez ceux des autres. Or, dans quantité de situations, l'intérêt ne joue pas. Il n'y a pas de pertinence. Par exemple, pour le droit à développement durable, le droit à la protection contre l'environnement, la pratique, par exemple, très concrète, c'est de, au moins une fois par semaine, prendre les transports en commun, plutôt que prendre sa voiture. Sauf qu'on sait très bien que si on prend le bus tout seul, on est un des rares à prendre le bus tout seul, sa contribution est minime, finalement, à la baisse du réchauffement climatique, voire quasiment nulle. Donc il faut un acte de foi supplémentaire, il faut vraiment avoir une éthique